Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Je suis coach professionnel certifiée, formatrice et également praticienne en hypnose ericksonienne. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un thème qui m'est souvent demandé, que ce soit en coaching, en hypnose, également en formation sur la prise de parole en public. Alors, qu'est-ce que c'est le public? Le public, en effet, ça peut être quand on est en entreprise devant un oratoire, que ce soit ses collègues, que ce soit des confrères, que ce soit des salariés qui sont dans notre équipe, mais également pour aller convaincre un client, convaincre ses responsables, ses supérieurs. Donc, ça peut être dans ce cadre-là. Mais ça peut être aussi tout simplement dans une sphère plus privée, quand je dois m'adresser à un public parce que je fais partie d'une association, par exemple, et je veux exposer un cas, exposer une situation. Ça peut être aussi tout simplement devant des amis. Et quand on est peut-être bien plus à l'aise quand on s'exprime devant une personne, devant un ami, voire deux amis, mais dans un cercle un petit peu plus élargi, ça devient plus compliqué. C'est ça le public, c'est pas forcément une grande foule de 800 personnes devant laquelle on s'exprime, parce qu'on est au final rarement confronté à ce genre de situation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a peur de parler en public? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Ce que j'ai d'abord envie d'évoquer, c'est les troubles. C'est quoi les symptômes? Comment on sait qu'on a peur? Alors, tout d'abord, c'est quelques jours avant, on passe de très mauvaises nuits. On s'imagine le pire, on cauchemarde, on se réveille, euh, on s'imagine qu'on va tout oublier, qu'on arrive en retard. Enfin voilà, il y a quand même tout cet inconscient qui vient nous travailler, qui vient nous montrer qu'on est dans une situation un petit peu hors piste là, qu'on n'est pas dans notre zone de confort et qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu nous bousculer. C'est aussi au moment même, ou juste un petit peu avant, la bouche un peu sèche, vous savez, comme si on avait besoin de boire des litres d'eau. C'est également le cœur qui bat à 100 à l'heure, voire bien plus. Euh, la respiration un peu hachée, très haute, vous savez, qui s'arrête là, qui arrive plus du tout à repartir du bas du ventre, et très comme ça, très entrehaché, entrecoupé. C'est également une impression de trou noir, d'avoir tout oublié, son texte, ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on fait là, comme s'il y avait une espèce de vide abyssal qui était là devant nous et on sait pas quoi en faire. On se dit mais mon Dieu, mais j'ai tout oublié, je ne saurais pas, je ne sais même pas par quel mot commencer. C'est également une envie de vomir, donc il peut y avoir des petits tremblements, on a évoqué les palpitations, il peut y avoir ce côté chaud-froid, et puis cette envie de vomir, hein, clairement, qui vous vient des tripes et qui remonte comme ça, le corps qui flageole, notamment les jambes, les mains. Et donc ça peut se voir. Moi, j'ai encore un souvenir très très précis d'une personne pour un concours de chant qui devait se mettre à chanter. C'était son tour et elle arrive sur scène. Et elle avait un pantalon qui était où on voyait très fluide. Donc on voyait tout le mouvement en fait quand elle bougeait. Et elle était comme ça très droite. Et en fait, le pantalon oscillait comme s'il y avait une seconde vie dans ce pantalon. Ben, c'était le tremblement de ses jambes. C'était assez hallucinant. Et pourtant, le haut du corps, ça allait à peu près, la main ne bougeait pas. Mais alors les jambes, c'était un truc de dingue. Je me demandais même mais comment elle fait pour rester debout. Et, euh, et dans la voix, ça s'entendait à peine. C'était les jambes qui prenaient tout ce stress. Donc, comment venir aussi calmer ces gestes du corps là qui sont involontaires, hein, qui trahissent un petit peu notre stress. Et puis, bon, les mains moites, hein, tremblantes, voilà, un petit peu tous les signes que l'on peut ressentir. De quoi on a peur? Qu'est-ce qui fait qu'on est pétrifié comme ça ou on perd nos moyens? Derrière ça, il y a très souvent la peur du jugement des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et si je me trompais? Donc la peur de l'échec aussi. Si je dis un mot à la place d'un autre, si j'oublie mon texte, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il y a ce côté aussi un petit peu syndrome de l'imposteur. J'ai rien à faire là. J'ai volé ma place, quoi. Je ne suis pas à la hauteur de ce rôle qu'on m'a confié là, de prendre la parole. Je ne suis pas à la hauteur de ce groupe quand on est dans un groupe d'amis. Donc il y a aussi, ça renvoie à tout ça. C'est quelle est ma place? Je ne mérite pas. Euh, je je suis pas légitime d'être là. Et donc ça, voilà, ça renvoie à un manque de confiance, bien entendu, à un besoin de sécurité. Il y a toutes ces notions-là derrière cette prise de parole en public. Et puis, la peur aussi qu'on a, c'est de mal s'expliquer, que nos mots ne soient pas assez clairs, que ce soit trop confus, et que du coup, le message qu'on a envie de passer ne passe pas.
et donc un manque d'efficacité. Donc là, on n'est même plus dans qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, peur du jugement sur le côté physique, etc. Mais plus sur je ne suis pas capable professionnellement aussi, si on est dans une situation professionnelle. Je, euh, je ne suis pas à la hauteur, je ne maîtrise pas mon sujet. Les gens vont ou s'ennuyer ou au pire se dire que je ne suis pas quelqu'un de professionnel. Donc ça peut aussi renvoyer à la place que l'on a dans l'entreprise, le poste que l'on occupe, les capacités que l'on a par rapport au poste que l'on occupe et se dire que petit syndrome de l'imposteur, on n'est pas, on a un peu volé sa place. Alors, euh, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on ressent tout ça? Tout d'abord, première chose, bah, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous en avez pris conscience. Et ça, j'ai envie de dire, c'est déjà un grand pas. Se dire, bah oui, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise avec la prise de parole en public. Il y a quelque chose qui me gêne et c'est déjà identifié. Quels sont les signes? Dans quel type de situation on se trouve? Est-ce que par exemple, dans la sphère sociale, privée, etc., tout se passe bien? C'est plutôt au niveau entreprise, dès qu'il y a un enjeu, etc., où ça va être compliqué. Ou inversement, dès qu'il y a un enjeu, je sens que j'ai sorti une espèce de carapace, là, que je rentre dans un rôle et j'y vais, pas de souci. Mais par contre, quand il s'agit de m'exprimer devant mes parents, mes amis, euh, ou alors en effet, si je fais du théâtre, du chant, etc., ben là, il y a une mise à nu qui s'opère où j'arrive pas à prendre ma place, à me dire que c'est ok, tout va bien, et du coup, je bafouille, j'en tremble, je perds mes moyens. Donc voilà, c'est identifier les situations récurrentes, les symptômes, qu'est-ce que ça me fait, et puis qu'est-ce qu'on se dit. Voilà, essayer de se dire, voilà, qu'est-ce que je me dis? Est-ce qu'on est sur le registre de la confiance, sur le registre du professionnalisme, sur le registre de l'image de soi? Voilà, qu'est-ce qu'on se dit exactement? Et remercier quelque part tous ces signaux de nous avoir avertis qu'il y avait quelque chose à travailler, à venir améliorer. Et après, se dire, ok, comment je peux améliorer ça? Qu'est-ce que je peux faire pour anticiper, pour préparer mieux? Parce qu'en effet, le mot que je viens de citer, là, la préparation, c'est très important. Quand on sait qu'on a la difficulté, il va falloir se préparer. Se préparer à plusieurs niveaux. Dans le contenu, pour être non pas certain, parce que le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas pour s'assurer qu'on connaît assez bien ce que l'on doit dire pour pouvoir pallier à un trou, rebondir, passer à une autre chose pour revenir, en tout cas être assez fluide, assez en aisance avec le contenu. Euh, Se préparer aussi physiquement, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'être entraîné devant la glace, s'être filmé, se repasser, se dire ok là ça va pas, j'ai bafouillé, mon regard, ma posture, mon timbre, ça va pas, donc je retravaille. Donc il y a vraiment toute une préparation qui se fait mentale, physique, visuelle et de contenu. Et quand je dis préparation mentale, c'est qu'il va falloir se répéter quelque chose, se dire je n'anticipe pas. Je n'anticipe pas que ça va être dur. Je n'anticipe pas que je vais me planter. Je n'anticipe pas qu'on va se moquer de moi. J'arrête de projeter des choses qui ne se passeront certainement pas dans 95% des cas. Et donc, je suis en train de me torturer le cerveau, de m'inventer une situation compliquée, délicate, qui n'a pas lieu d'être. Donc, je prends conscience de ce mécanisme-là, qui d'ailleurs existe dans plein d'autres situations. Hein. On est toujours en train d'anticiper des choses qui au final ne se passeront jamais. Donc se dire, ok, prendre cette espèce de prise de recul, de se dire, j'arrête d'être dans l'anticipation, j'arrête de me torturer le cerveau, je suis moi-même mon propre tortionnaire. Donc je suis plutôt dans l'instant présent. Et je suis vraiment concentrée dans ce que je suis en train de faire, de dire, sans avoir déjà mon esprit qui galope et qui a déjà avancé de 10 minutes, un quart d'heure, une heure, un jour, 2 jours, quand ça se passe dans ce délai-là. Donc voilà, ramener à l'instant présent. Et, euh, et puis aussi, même si l'expérience passée s'est pas super bien passée, bah, se dire pourquoi ça se répéterait. Est-ce qu'il y a une loi qui dit, bah, vu que ça s'est mal passé une fois, ça va mal se passer 10 fois, 15 fois? Non, c'est vous qui vous le dites. Donc ça c'est pareil. Euh, Essayez de casser les schémas, de vous dire, c'est pas parce qu'une fois j'ai eu cette difficulté et en plus j'en ai pris conscience, j'ai analysé, je sais ce qui n'a pas fonctionné. Bah, ok, très bien, je travaille dessus, je corrige et je fais autrement, différemment, j'apprends. Voilà, les erreurs, c'est pas une fatalité, hein, c'est juste une source d'apprentissage. Donc se dire ça et arrêter de mentaliser le fait que ça va se reproduire, ça va recommencer, que ça va forcément mal se passer. Donc stopper la projection
être beaucoup plus raccordé à l'instant présent. Règle numéro 2, très importante, forcez le sourire. Forcez-le, tout va bien se passer. C'est un petit peu ce qu'on appelle le positivisme, hein, alors sans tomber dans un état oui, oui, tout va bien, etc. Mais vous verrez que ça aide. Quand on parle, déjà le sourire s'entend. Et, euh, et le sourire fait sourire l'autre, apporte une espèce de décontraction, euh, comme si on n'était pas en famille, mais que ça se passait bien, que c'était cool, qu'on pouvait y aller, que moi-même je me sentais bien, donc je vous invite à vous sentir bien également. Donc le sourire invite à tout ça. Donc positivez. Euh, et regardez comment vous allez grandir en compétences, en savoir-faire, en savoir-être, d'avoir passé cette épreuve-là. Et entraînez-vous, entraînez-vous à sourire. Écoutez quand vous souriez, écoutez quand vous ne souriez pas, ressentez la différence. Et donc, venez vraiment ancrer le fait de dire, il faut que je sois souriant, positif, euh, assez déterminé à ce que ça se passe bien. Et dites-vous bien que les choses ne se reproduisent jamais deux fois de la même façon. Donc, ça ne sert à rien de se marteler avec des choses négatives. Et puis, il va falloir prendre conscience de certaines choses, de sa voix. Si je vous parle régulièrement comme ça, avec une présentation qui va être de manière très monocorde, très peu intéressante et sans aucune montée de voix ou alors ponctuation, vous n'allez vraiment pas m'écouter. Au bout d'une demi-heure, vous allez être soit tous endormis, soit vous aurez pris la porte. Alors, il est important, comme je suis en train de le faire là, de scander certains mots, de marquer des silences, ou au contraire d'aller apporter un certain dynamisme, une certaine force sur les mots importants que vous avez envie de préciser, d'aborder, d'ancrer dans les mémoires. Donc tout cela, vous l'entendez, ça se fait par la voix qui va à un moment donné être un peu plus forte, un peu plus marquée, avec des silences, avec des ponctuations, également avec euh, la voix qui se fait ou plus forte, mais dans une autre tonalité. Dans le rythme. Je peux très bien aller sur un rythme un petit peu coulant comme ça, où je déroule certaines choses, et à un moment donné, je vais me taire. Je vais regarder. Et je vais m'assurer que ça, ce message-là, là, ce mot fort que je viens de dire, il est compris. Et puis après, je repars. Vous voyez, il y a des temps comme ça qui sont à marquer, qui sont importants. Si je vous parle aujourd'hui d'une expérience traumatisante, en me disant, mais voilà, euh, il y a 3 ans, j'ai perdu mon père dans un grave accident de la route. J'étais très triste et du coup, pour m'en remettre, j'ai dû faire une psychothérapie pendant 3 ans, ce qui m'a permis du coup de me sentir beaucoup mieux dans mon travail et du coup de reprendre mon travail avec beaucoup d'enthousiasme. Ok, est-ce que vous y croyez à ce que je vous raconte? Si plutôt, je vais vous dire, ben voilà, il m'est arrivé quelque chose d'assez traumatisant que je vais vous raconter. Il y a 3 ans, j'ai perdu mon père dans un accident de voiture. Ça a été très traumatisant pour moi. Et j'ai entrepris du coup une thérapie pendant 3 ans avec une personne formidable qui m'a accompagnée, qui m'a donné les clés pour pouvoir reprendre en entreprise et être beaucoup plus sereine et comprendre certaines choses de ma vie. Et aujourd'hui, je suis là devant vous avec cette capacité, ce qu'on appelle cette résilience, à pouvoir à nouveau aborder certains sujets difficiles, mais avec, comme vous le voyez, le sourire. Est-ce que vous avez plus cru à ce récit-là ou à celui d'avant qui était plus monocorde, avec moins d'intention? C'est ça, la voix. C'est tout ce qu'on va y mettre qui va donner du sens à nos mots, du poids à nos mots. L'humour peut être aussi une façon d'aborder certains sujets, même difficiles. Et moi, je vous conseille de varier les styles. Parce que dans la salle, vous aurez des personnes très sérieuses qui auront envie de contenu, qui auront envie de choses tangibles que l'on peut démontrer avec des chiffres, etc. Vous aurez également des personnes qui seront très sensibles à la sensibilité, justement, à ces moments de silence, à ces mots, au choix des mots, à l'enchaînement des mots, au silence. Et d'autres personnes qui vont être sensibles à l'humour, qui vont se dire, bah là je m'y raccroche parce que c'est une anecdote, quelque chose où, ok, je m'y retrouve, et qui du coup, on va les récupérer comme ça. Elles vont pas, vous savez, l'attention des gens, elle est très limitée, hein. C'est comme pour les élèves dans une classe, c'est la même chose quand on est adulte, des fois on décroche. Donc pour raccrocher les gens, il faut créer du rythme, et ce rythme, il se crée par différents moyens. La voix, comme je vous l'expliquais, et ces moments où on va varier les méthodes. On va utiliser une métaphore, une anecdote, on va faire rire, on va à un moment donné, non pas faire pleurer, mais en tout cas être sensibilisé. Et voilà, et c'est en variant les styles que l'on va rendre notre discours intéressant et audible
et les personnes vont repartir avec plus d'éléments. Autre chose très importante, la respiration. Très importante, pardon. La respiration. Si je vous parle comme ça, etc., et que vous voyez, là, je suis déjà en respiration haute, bloquée là-haut, impossible. Donc, il va falloir activer cette respiration du ventre qui vient nous apporter comme ça tout cet air dont j'ai besoin pour pouvoir dérouler ma phrase. À nouveau regonfler et à nouveau pouvoir vous sortir une phrase complète. Et je regonfle. Et tout en inspirant et expirant, vous allez pouvoir apporter un flux régulier qui sera assez écologique pour votre corps aussi, hein, parce que c'est pas évident, c'est une prouesse de pouvoir parler sans jamais respirer. Donc, il y a ces moments de respiration, vous allez sentir le ventre va se gonfler et puis petit à petit se dégonfler pour laisser tout l'air venir alimenter cette colonne d'air et venir vibrer sous vos cordes vocales et pouvoir apporter le son que vous avez envie d'apporter, projeter comme vous avez envie de projeter. On ne projette pas sans respiration, c'est très compliqué. Ou alors vous allez vous abîmer. Les chanteurs le savent bien, ou les personnes qui font du théâtre. Projeter, hein, c'est vraiment aller chercher tout cet air et l'utiliser pour qu'il remonte comme ça et qu'il soit projeté. Et l'intention, c'est de se dire, la personne qui est devant moi, le premier siège, mais celle qui est aussi tout au fond là-bas, je ne sais pas, peut-être à 10-15 mètres de moi, ne doit pas perdre en contenu par rapport à ce que je suis en train de dire. Très important. Sinon, vous allez les perdre. Vous allez voir au début, ils vont être comme ça, là, ils vont essayer de s'avancer, comme si s'avancer de 10-15 cm sur leur chaise, ça allait les aider. Après, ils vont montrer des signes d'agitation, parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas, donc ils ne sont pas dedans. Et puis après, clairement, c'est des personnes qui vont griffonner, prendre leur portable, voire qui vont partir. Donc, utilisez cet air, allez vraiment chercher cet air qui va partir du ventre et monter comme ça, et utiliser le flux d'air pour faire votre phrase, pouvoir la découper. Et d'ailleurs, c'est ce que font les chanteurs, hein, c'est découper à un moment donné et mettre sur leur texte les moments où ils doivent reprendre leur respiration. Alors, peut-être pas le faire sur un discours, sur une chanson, c'est 3-4 minutes. Un discours d'une demi-heure, 1 heure, on va peut-être pas s'amuser à scander tout son texte comme ça. Mais en tout cas, je vous invite, comme je suis en train de le faire là, à prendre des pauses. Et ces pauses vont vous aider à respirer. Et vous, hein, à reprendre aussi votre énergie, votre souffle. Et également, à vous reconcentrer. À vous dire, ok, je respire, j'en suis où? Ok, très bien, je continue. Ça vous invite aussi, cette prise de respiration, ce temps de pause, à veiller à ce qu'on est en train de vous écouter, parce que ça, c'est très important. On n'est pas là juste pour dérouler un discours. Dérouler un discours pour dérouler un discours, au final, c'est un peu comme je fais devant une caméra. Je ne sais pas si vous m'écoutez ou pas. Par contre, quand on est dans une salle, en physique, avec des gens, ce qui va être très important, c'est de vérifier que les personnes sont en train de vous écouter. Donc ça, on verra après via des techniques, hein, de questionnement, de reformulation, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser ces temps de respiration pour vous récupérer, pour vous reconcentrer sur ce qu'il y a à dire pour la suite et vérifier que l'attention des personnes est toujours là. Quand je fais ça en formation, comme ça, en face à face, je pratique des petits exercices de respiration alternés, qui viennent d'ailleurs de techniques du yoga. On fait un petit peu de cohérence cardiaque. Enfin voilà, je montre différentes astuces pour réapprendre à respirer. Également, quelque chose de très important, la posture. Si je vous parle comme ça, alors là vous ne me voyez pas, hein, mais si j'ai mes mains comme ça, si j'ai mes jambes croisées, si je suis en train de me serrer comme ça, etc., quand je vous parle, bon, vous allez soit vous dire elle a froid, soit vous dire elle est stressée, soit vous dire, alors si j'ai les jambes serrées, elle a envie de faire pipi. Donc, ayez déjà arrivé dans une tenue vestimentaire qui va être en accord avec qui vous êtes et qui va être assez naturelle pour vous. Ne vous déguisez pas, ça ne marchera pas. Même si en face de vous, vous avez des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir, si en face de vous, vous avez un parterre de, je sais pas, d'huissiers, d'avocats, de comptables, de notaires, et que vous vous dites, mais mon Dieu, ces gens-là, j'ai pas l'habitude d'être confrontée à ces personnalités-là, et que vous avez envie de mettre le tailleur à talons pour les femmes avec des talons de 10 cm, et que d'habitude vous êtes plutôt en bottines avec des petits talons carrés, oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué de tenir parce que vous serez concentré sur votre voûte plantaire qui est en train de s'atrophier, de vos bouts de pied qui sont en train de s'écraser au fond de votre chaussure, votre équilibre que vous perdez à chaque fois que vous faites un pas. Autant vous dire que vous ne serez pas à l'aise. Tout comme vous, messieurs, si vous empruntez un costume alors que vous n'en avez jamais mis et que vous avez une chemise fermée jusque-là avec une cravate et que vous êtes en train de vous dire mais comment est-ce que ma glotte va passer à chaque inspiration, respiration, déglutition?
Vous ne pouvez pas être concentré là-dessus, sur ce que vous dites, sur votre corps, enfin, ça ne va pas fonctionner. Donc, venez dans une tenue qui soit à la fois, bien sûr, en accord, un minimum avec votre environnement, le contexte, mais à la fois assez naturel pour vous. Et déjà, ça, c'est une des clés qui va vous permettre d'être à la fois élégant et naturel. Autre chose, pardon, voilà, la posture. Soyez droit sans être rigide, assez ancré sur vos jambes. Ne vous balancez pas d'une jambe sur l'autre comme ça, comme si vous étiez en train de douter, d'osciller dans ce que vous êtes en train de dire. Et alors bien sûr, tournez le dos le moins possible. Alors ça peut se passer quand par exemple là, je suis en train d'écrire quelque chose sur un paperboard, etc. Et je reviens. Mais essayez toujours de garder un contact ou visuel ou auditif. Quand vous écrivez, vous pouvez tout à fait dire, bah, écoutez, là, en effet, c'est très intéressant et continuez à vous adresser à votre public. Et ne restez pas figé. C'est assez perturbant pendant 1 heure, 2 heures de formation de voir quelqu'un qui reste derrière un pupitre, qui ne bouge pas. Moi, je vous invite à vous déplacer. Je vous invite à aller chercher les gens, à aller alors, tout dépend de la configuration de comment est la pièce, mais si c'est type amphithéâtre, bah, pourquoi pas même, alors, ou avancer sur l'estrade, reculer, aller de droite, de gauche, pour aller vraiment chercher tout le monde. euh, et dans votre voilà, langage corporel, d'avancer vers les gens comme ça, même de monter, s'il y a vous avez des escaliers à monter ou une allée dans laquelle vous pouvez aller chercher les gens du fond, c'est pas mal aussi, parce que du coup, ça englobe tout le monde, ça engage tout le monde. Il n'y a rien de pire que des gens qui se disent qu'ils s'adressent qu'aux gens du premier rang. Euh, Ça, c'est ce qu'on a pu vivre en classe aussi, c'était assez traumatisant. Ou des fois, quand on va au théâtre, on a l'impression que l'artiste, il s'adresse qu'aux personnes qui ont payé le plus cher devant. C'est assez dérangeant, frustrant. Donc, baladez-vous. euh, Soyez, et vous verrez que c'est très naturel d'ailleurs de se promener, ça nous aide à nous concentrer, etc. Ça nous aide aussi à reprendre confiance. Donc rentrez dans ce dynamisme de la posture en vous tenant droit, en étant à l'aise, en étant toujours souriant, souvenez-vous, incluez tout le monde. euh, Surtout allez chercher, et vous le verrez très vite, ça, les gens qui sont supports, qui sont un peu vos alliés, ceux qui rient à vos blagues, ceux qui sont toujours en train de vous regarder en opinant de la tête comme ça, ben voilà, ça c'est des copains ça. Donc eux, quand vous avez un petit doute, etc., allez les chercher du regard, dites, ben, n'est-ce pas? Non, non, non. Et voilà, appuyez-vous sur ces gens-là pour vous redonner confiance parce qu'ils vont vous renvoyer un sourire, vous allez vous dire, ok, c'est bon, ça continue, j'y suis, il est encore en train de me suivre. Donc voilà, faites-vous des alliés, des visages sympathiques, souriants, appuyez-vous sur eux. Et puis, euh, n'hésitez pas à vous adresser, faites parler une personne en disant, mais voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Et que si vous voyez des gens, etc., sans mettre mal à l'aise, me dire, madame par exemple, et voilà, venir vous mettre à côté, voilà, sans mettre mal à l'aise, donc vraiment faire attention à ce dosage-là, mais n'hésitez pas à faire participer. C'est preuve de dynamisme, c'est preuve d'une espèce d'intelligence collective, parce que du coup, ça va faire participer tout le groupe. Et même en tant que formateur ou orateur, c'est très très intéressant de créer cette interactivité comme ça dans la salle. Donc déplacez-vous, occupez l'espace, allez chercher les gens. Le mouvement dynamise le discours, donc très important. Et bon, et comme je vous l'ai dit, bien entendu, la tenue vestimentaire, à la fois en accord avec le contexte, mais également sincère, honnête par rapport à qui vous êtes. Au-delà de tout ça, et au-delà de la préparation que j'ai évoquée en amont, l'autre préparation que je n'ai pas évoquée, c'est la préparation technique. Vérifiez avant, donc vous arrivez avant, vous êtes renseigné si c'est dans une salle que vous ne connaissez pas, qu'il y a par exemple un rétroprojecteur, qu'il y a un micro qui fonctionne, quels sont les outils mis à votre disposition, et sinon vous apportez les outils avec lesquels vous avez l'habitude de travailler. Et venez en amont pour répéter, pour utiliser le micro, voir comment ça fonctionne, utiliser le rétroprojecteur, avec quel câble vous pouvez le brancher par rapport à votre ordi. Venez vérifier la configuration de la salle. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'il faut bouger les chaises? Qui a tout simplement, hein, c'est bête, hein, mais s'il y a un paperboard qui a des marqueurs pour écrire. Voilà, ça peut paraître très très bête, mais je vous assure que quand vous arrivez à un endroit où vous avez prévu de dérouler quelque chose et que ça ne fonctionne pas comme vous voulez, alors soit vous êtes très agile et super, vous rebondissez et hop comme un chat et vous vous dites bah, tant pis pour les supports que j'avais prévus, j'improvise. Mais en général, si vous écoutez cette vidéo, c'est que ça, vous n'êtes pas hyper à l'aise avec cette agilité-là et que ça va vous rajouter un stress supplémentaire. Donc, donnez-vous un espace de confort de dingue en ayant préparé en amont tout ce qu'il y a à préparer. C'est comme ça qu'on n'est pas stressé. Quand on part en voyage et que au dernier moment on arrive à l'aéroport et qu'on ne sait plus
mais quel aérogare c'est, quel numéro de vol, etc., etc., bah, c'est quand même un peu moins confort que si on arrive et qu'on avait regardé avant que c'est l'aérogare numéro 2, le hall un tel parce que c'est celui des vols internationaux, et que notre vol c'est le numéro un tel qui décolle à telle heure. C'est quand même plus sympa d'avoir tout préparé avant. Donc voilà ces astuces-là. C'est pas mal au tout début, quand vous intervenez, de faire une petite phrase qui va détendre l'atmosphère. On appelle ça en formation un icebreaker. Euh, donc c'est vraiment ce côté un peu bris de glace, hein, voilà, dans le texte. Et c'est comment je vais amorcer par une petite phrase quelque chose qui va détendre tout le monde. En disant, ben voilà, si vous êtes là aujourd'hui, j'imagine que c'est que vous êtes en attente. Non. Eh ben non, c'est pas ce que je vais parler, c'est pas ce dont je vais parler, je vais parler de ceci, ceci, cela. Et peut-être qu'à la fin, pour les gens qui sont encore là, je serai amenée à parler de ceci, cela. Enfin voilà, vous faites des blagues. Vous faites, alors des blagues pas trop lourdes non plus, hein, mais en tout cas des petites pirouettes. Euh, si c'est pour un lancement de produit, bah, posez les questions. Bah, alors selon vous, aujourd'hui je viens vous parler de quoi et est-ce qu'il y en a déjà qui ont une petite idée sur comment je vais aborder la chose. Voyez, essayez de renvoyer la question au public pour déjà commencer à l'impliquer pour que euh, les personnes se disent bah tiens c'est rigolo, il prend ça à l'envers, il commence pas par dérouler son truc mais il nous pose des questions. Voilà, ça peut être pas mal. Cherchez l'accroche, cherchez ce qui va vous distinguer des autres et qui va faire que ça va faire baisser ce truc de allez ça démarre, ça va démarrer, ça y est, 1, 2, 3, c'est bon, c'est à moi. Bah oui, c'est pas à moi en fait, c'est plutôt à eux parce que c'est à eux que je pose des questions. Donc voilà, trouvez la petite astuce qui va vous mettre à l'aise. On a le droit de se tromper, on a le droit de bafouiller. J'ai certainement eu plein de E dans cette vidéo. C'est pas grave. Qui ne se trompe pas aujourd'hui? Ou alors celui qui se trompe pas, bah franchement, j'ai envie de dire bravo, mais est-ce vraiment si intéressant de jamais se tromper? Je n'en sais rien. C'est se tromper, c'est pas grave. C'est surtout la façon dont on rebondit qui est intéressante. Qu'est-ce que j'ai appris de ça? Au final, se tromper, ça peut montrer qu'on n'est pas parfait. C'est plutôt rassurant d'ailleurs pour votre auditoire qu'en face de vous, il y a quelqu'un d'assez humain qui lui aussi a le droit de se tromper, notamment quand vous faites un grand déroulé sur la confiance, l'estime de soi, et que la personne est en train d'avouer en disant « mais voilà, je vous préviens, j'ai un peu le trac », ce qui peut paraître bizarre par rapport au thème que je suis en train d'animer. Ok, bah ça veut dire que je suis conscient, parce qu'en plus quand on travaille sur l'estime de soi, on dit bah, ce qu'il faut d'abord c'est l'identifier. Bah, ça veut dire que la personne, elle s'est auto-appliquée les conseils qu'elle est en train de donner à ses petits camarades, et que bah, elle est en train de se dire voilà, je suis en train de noter, de cocher toutes les cases de bouche sèche, main moite, le cœur qui palpite à 100 000. Bah oui, je suis dans cette configuration que je suis en train d'expliquer à mes petits copains. Mais l'avantage que j'ai peut-être, c'est que moi j'ai décrypté ça, j'ai déjà su y travailler et je connais déjà mes process d'amélioration. Donc je vais pouvoir les partager. Donc au final, se tromper, c'est juste se donner l'occasion de faire mieux la prochaine fois. Donc j'ai envie de dire, allez-y, donnez-vous des occasions. Et pour s'entraîner par rapport à cette prise de parole ou à ce côté un peu spontané, entraînez-vous, par exemple, lisez un journal et puis trouvez quelques mots-clés sur un article et fermez-le. Et puis entraînez-vous sur une vidéo à résumer le journal en, je sais pas, en 3-4 minutes avec les mots-clés. Et puis réécoutez-vous. Faites ça avec des gens que vous connaissez bien, présentez ça, dites voilà, est-ce que j'étais percutant, est-ce que le contenu y était, est-ce que c'était intéressant. Voilà, il y a des petites astuces comme ça que bon, moi je pratique sur une formation du coup sur une demi-journée pour m'assurer que les personnes prennent bien en main tous les petits conseils que je leur donne. Et donc on fait voilà, des exercices à la fois sur ça, sur le contenu, bien sûr comme je vous le disais sur la respiration. On est amené à travailler également, je prends 4-5 photos et que je tire au hasard comme ça et j'en fais une histoire et je la présente à tout le monde. Et voilà, on voit comment on est à l'aise avec cette gymnastique-là aussi de l'improvisation. Et, et j'ai envie de dire, il y a une petite astuce aussi que je vais vous partager, une toute dernière, pour éviter d'avoir peur. Quelqu'un qui vous met mal à l'aise et vous savez qu'il sera dans le public. Et je vous invite à faire quelque chose, c'est à fermer les yeux. Et puis cette personne, déjà, commencez à la mettre non pas en couleur, la visualiser non pas en couleur, mais en noir et blanc. Et puis, vous allez la rétrécir, comme si vous savez que vous rogniez un petit peu l'image là. Vous allez vous mettre à la passer en noir et blanc d'abord, puis la rétrécir petit à petit. Et la faire passer dans un état tout petit, tout petit. Et puis vous allez changer sa manière de marcher. Vous allez la faire marcher de manière ridicule.
Donc trouvez ce qui est ridicule pour vous, chacun a son sens du ridicule. Et faites-la marcher, mais d'une manière ridicule, comme si ça n'avait plus aucun sens cette démarche. Et puis, mettez-lui un costume ridicule, un habit ridicule. Regardez, noir et blanc, tout petit, balance ridiculement, marche ridiculement, avec un habit ridicule. Puis faites-le danser avec, d'une manière un peu grotesque, ridicule. Puis on va finir par transformer sa voix. Donner une voix de canard, une voix qui vous insupporte. Vous savez, des voix, la voix que vous ne pouvez plus entendre, tellement elle est... C'est même plus drôle, c'est qu'elle est inaudible, insupportable. Imaginez-le danser avec cette voix, avec cette tenue ridicule, comme ça, tout petit. C'est une espèce de musique aussi, genre à la Bénil, vous savez, un truc, voilà, qui va venir participer à cette image-là. Et voilà, et regardez ça, intensifiez le souvenir, intensifiez l'image, vivez ça pleinement. Et petit à petit, réouvrez vos yeux. Alors, est-ce que cette personne, elle vous énerve autant? Est-ce qu'elle vous intimide autant? Je vous invite juste à penser à ça, à ce pouvoir de l'intention, de la visualisation. Et de vous dire que personne, en fait, a le pouvoir de générer une émotion chez vous. Les émotions, c'est vous qui leur donnez du pouvoir. C'est vous qui leur donnez ce pouvoir d'interprétation ou pas. Donc c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Donc choisissez qui a le pouvoir. Allez, je vous laisse. Je vous remercie. Si vous souhaitez approfondir ces exercices avec moi et prendre un rendez-vous pour une séance, un atelier, vous savez que vous pouvez me trouver sur mon Facebook, Instagram, YouTube, mon site internet www.coachina.com. Et puis pour des séances de coaching d'hypnose, je suis disponible également sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. Donc je vous attends. Et en attendant, passez une très bonne journée. Au revoir.